Le rêve de la fintech, avec des revenus potentiels de 1 dollar par minute. Est-ce que c'est une simple utopie ou une réalité qui arrive? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui est très court, mais c'est une vraie bombe de promesses. On a l'impression de lire une dépêche envoyée du futur, quoi. C'est ça. La source, c'est un aperçu d'une opportunité qui se dessinerait dans la fintech et le Web 3. Et notre mission, c'est pas juste de vous le résumer, mais de vraiment le passer au crible, de décortiquer ses affirmations pour voir si ça tient la route. Est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution ou c'est juste une bulle de plus? C'est un exercice passionnant parce que ce texte, c'est vraiment un concentré de signaux forts. Ah oui, On a des chiffres énormes, une date précise, une stratégie de carrière. C'est très, très direct. Et notre rôle, c'est de séparer un peu le signal du bruit, de voir ce qui, derrière le marketing qui est évident, révèle une vraie tendance de fond. parfaitement. Alors, commençons par le début. Le texte nous lance un chiffre à la figure, direct. Plus de 659 millions d'utilisateurs mondiaux. Mhm, Là, on n'est plus dans une niche de geeks, hein, c'est la population de l'Europe quasiment. c'est énorme. Et tout de suite après, il enchaîne avec une affirmation qui, franchement, me laisse un peu sceptique. Nous assistons à un changement technologique plus rapide que l'Internet et les smartphones réunis. C'est une déclaration énorme. C'est énorme, non? Oui, oui, c'est une déclaration qui frôle l'hyperbole, c'est certain, il faut la prendre avec des pincettes, mais elle sert à poser un cadre. L'idée, c'est peut-être pas de la prendre au pied de la lettre, mais de comprendre l'échelle de la disruption qu'ils envisagent. D'accord. Et avant d'aller plus loin, juste pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, rappelons juste ce qu'on entend par Web 3 ici. Bonne idée. C'est cette vision d'un Internet décentralisé où les utilisateurs, et pas les grandes plateformes, contrôleraient leurs données et la valeur qu'elles génèrent. C'est ce principe qui est à la base de toute la promesse dont on va parler. Merci pour la précision. Alors revenons à cette vitesse de changement. Plus rapide que l'Internet et les smartphones. C'est dur à imaginer. Hmm, L'Internet, ça a mis des décennies à s'imposer. Les smartphones, peut-être 10 ans. Qu'est-ce qui pourrait aller plus vite? c'est une très bonne question. Ce que la source suggère, en fait, c'est que les courbes d'adoption, elles ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Uhum. Le Web 3 n'arrive pas dans un monde vide, il arrive dans un monde déjà hyper connecté. L'infrastructure est là. D'accord. On n'a pas besoin de poser des câbles ou... Exactement. Pas besoin de construire des antennes relais. Du coup, la diffusion peut être quasi instantanée. C'est ça l'argument. Est-ce que c'est vrai? L'avenir nous le dira. Mais la conséquence logique, si on accepte cette prémisse, c'est celle que le texte met en avant. Et cette conséquence, c'est une explosion de la demande pour un nouveau type de rôle, les ambassadeurs FinTech Web3. Voilà, Encore une fois, le mot explosion est très fort. On n'exagère pas un peu. On a déjà vu des jobs du futur annoncés en grande pompe qui n'ont jamais vraiment décollé? c'est une excellente objection. Le mot explosion, c'est clairement du marketing. Il est choisi pour son impact. Bien sûr. Mais il traduit une réalité. Quand une technologie atteint une masse critique, le goulot d'étranglement n'est plus technique, il est humain. Mhm. On a plus de 659 millions d'utilisateurs. Mais combien de ces personnes comprennent vraiment ce qu'elles font? C'est le manque de gens capables d'expliquer, de rassurer, d'intégrer, de construire la confiance qui devient le frein principal à la croissance. Donc, explosion, c'est peut-être un mot fort, mais Mais pénurie critique, c'est tout à fait plausible. d'accord. Donc, ce serait pas juste une opportunité, mais une nécessité pour que l'écosystème ne s'effondre pas sous son propre poids. Précisément, dans ces cycles d'hypercroissance, un fossé se creuse. D'un côté, vous avez la technologie, complexe, pleine de jargon. Oui. De l'autre, des millions de gens qui veulent l'utiliser. Et ces ambassadeurs, ce sont les ponts au-dessus de ce fossé. Sans eux, l'adoption de masse cale. Et c'est cette pénurie critique qui explique pourquoi le texte s'aventure ensuite à poser une date butoir, un point de bascule. Ah oui, c'est vrai. Il suggère que ce besoin va devenir absolument criant à un moment très précis. Oui, le texte cite une certaine Alejandra Pérez qui pointe du doigt une année, 2026. Le fait de mettre une date, ça change tout. Ça rend les choses concrètes, c'est plus une vague promesse. Tout à fait. Et elle désigne 2026 comme l'année de la monnaie sans frontières. N'importe qui, n'importe où, presque instantanément, à des coûts très faibles, et surtout sans passer par les banques traditionnelles. Mais attendez, on entend parler de ça depuis des années avec les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui rendrait 2026 si différent? Et puis, est-ce qu'on sous-estime pas les obstacles réglementaires? Les gouvernements ne vont pas laisser faire ça sans réagir quand même.
C'est le point crucial. Vous avez raison, la technologie existe déjà en partie. Mais la différence entre exister et être adopté à grande échelle, elle est immense. Hmm. Fixer une date comme 2026, ça suggère qu'on anticipe un point de bascule. Ça peut être un jalon technologique, comme une nouvelle infrastructure qui rend les transactions encore plus rapides. Ça peut être un jalon d'adoption, le moment où de grandes entreprises commencent à intégrer ces paiements. Amazon, des choses comme ça. Par exemple, ou, et c'est le plus probable, un début de clarification réglementaire dans des grandes zones comme l'Europe ou les États-Unis. La réglementation, c'est pas forcément un frein, hein. Ah non, et jamais. Non, parfois en apportant de la clarté, elle débloque des milliards d'investissements et elle rassure le grand public. 2026 s'est présenté ici comme cette convergence. D'accord, je vois la logique. Ce serait moins une prophétie qu'une extrapolation, en fait. Et c'est là que le texte devient très pratique. Alejandra Pérez, elle ne fait pas que prédire, elle propose une stratégie pour en profiter, la stratégie du hub ambassadeur. Exactement. C'est le chemin qu'elle dessine pour atteindre la promesse financière qui fait rêver, se positionner pour des revenus mensuels de plus de 15 000 $. Et là, il faut être lucide. Ce chiffre de 15 000 $, c'est un chiffre marketing puissant. Il est conçu pour capter l'attention. Évidemment. Mais il révèle une tendance de fond bien plus intéressante. Le passage d'un modèle salarial à un modèle entrepreneurial au sein de ces écosystèmes. Ce n'est pas un salaire garanti. C'est pas une fiche de paye. Pas du tout. C'est le potentiel de revenu d'un entrepreneur qui réussirait à capter une part, même infime, de la valeur d'un réseau de millions d'utilisateurs. Donc pour une personne qui y arrive, il y en a combien qui échouent? Exactement. Pour une personne qui y arrive, 100 autres échoueront probablement. La vraie information ici, c'est pas le chiffre. C'est le changement de paradigme du travail qu'il représente. On ne parle plus d'être un simple employé, mais de devenir un maillon essentiel de l'infrastructure d'un réseau. Je comprends l'idée, mais ça reste très abstrait. Concrètement, comment on devient un hub ambassadeur? On postule, on est élu, qu'est-ce que ça veut dire être un hub? C'est la question à 1 million de dollars, ou plutôt à 15 000 $ par mois. Un hub, c'est un point central. Donc ce n'est pas être un simple porte-parole qui relaie des communiqués de presse. D'accord, ce n'est pas passif. Non, c'est un rôle très actif, presque de bâtisseur. Ça me rappelle un peu les débuts d'Internet. Les gens qui tenaient les premiers blogs ou les premiers forums sur un sujet de niche, Ah oui, bonne comparaison. ils sont devenus des hubs sans même le savoir. Ils n'étaient pas payés au début, mais ils ont bâti une confiance et une audience qui, pour certains, est devenue extrêmement précieuse par la suite. C'est le même schéma qui se répète. Donc, les actions concrètes, ce serait quoi? Ça peut prendre de multiples formes. Créer et animer une communauté en ligne, que ce soit sur Discord, Telegram, D'accord. produire du contenu éducatif de haute qualité, des vidéos, des articles, des tutoriels qui simplifient la complexité, organiser des événements en ligne ou physiques pour connecter les gens, Être le premier point de contact pour les nouveaux utilisateurs, les guider. le service client en quelque sorte. Peu, mais en beaucoup de proactif. Ça peut même aller jusqu'à intégrer de nouvelles entreprises à l'écosystème en leur expliquant comment utiliser la technologie. L'ambassadeur devient une ressource indispensable, une sorte de phare. Et c'est cette position centrale, cette confiance accumulée, qui justifierait ce potentiel de revenu ANA? Disons la mécanique financière. Dans cette économie Web3, la valeur est souvent directement liée à la croissance du réseau. Mhm. Si un hub ambassadeur, par son travail, parvient à attirer et à retenir, disons, 10 000 nouveaux utilisateurs actifs, ou s'il facilite un partenariat qui apporte des millions de dollars de volume, la valeur qu'il génère pour le projet est quantifiable. Elle est immense. D'accord. Les 15 000 $ ne sont alors plus un salaire versé par un patron, mais une part de la valeur créée, souvent versée automatiquement via des protocoles. C'est un modèle où on est récompensé à la hauteur de sa contribution. C'est risqué, mais... C'est risqué, ça demande un investissement énorme en temps et en réputation, mais le potentiel est à la hauteur de cet engagement. D'accord, donc, si on récapitule, le tableau que ce texte nous peint, c'est une convergence. D'un côté, une adoption de masse qui s'accélère, des centaines de millions de personnes, de l'autre, une technologie qui arrive à maturité, avec cette date, 2026, posée comme un jalon symbolique. Une sorte de rencontre explosive entre le besoin du marché et la capacité de la technologie. Exactement. Et au point de rencontre de ces deux forces, il y aurait une opportunité très ciblée, le rôle d'ambassadeur, pas comme simple VRP, mais comme un hub stratégique. Un bâtisseur de communauté. Un bâtisseur de communauté et de confiance, voilà.
Et ce serait la voie royale pour capitaliser sur cette vague. C'est un appel à cesser d'être un simple utilisateur passif pour devenir un acteur central. Ce qui est fondamental, et c'est une constante dans l'histoire des technologies, c'est que la plus grande valeur se crée toujours dans le fossé. Le fossé entre la complexité de l'innovation et la compréhension du grand public. C'est une bonne image. Le premier qui a su expliquer simplement comment utiliser un ordinateur ou un moteur de recherche a créé une valeur inestimable. Le rôle d'ambassadeur, tel qu'il est décrit ici, c'est précisément de monétiser cette traduction. C'est un rôle de traducteur et de créateur de confiance. Un guide. Dans un domaine où la méfiance est encore élevée, où la complexité est un répulsif, celui qui apporte la clarté et la confiance détient une position de pouvoir et de valeur considérable. Donc les 15 000 $. Le potentiel financier mentionné, qu'il soit de 15 000 $ ou autre, n'est que la conséquence logique de la valeur critique de ce rôle. Sans ces hubs de confiance, l'écosystème serait une machine incroyablement puissante, mais sans mode d'emploi. Et personne n'oserait la toucher. Personne. Le moment de gagner beaucoup d'argent, c'est maintenant. Tant que ce fossé existe et que la demande pour ces traducteurs dépasse de loin l'offre. Ça change complètement la perspective. On ne parle plus de marketing, mais de construction d'infrastructures humaines, sociales, éducatives. Tout à fait. Le texte se termine d'ailleurs par une phrase très directe. Ne vous contentez pas d'observer le changement, menez-le. C'est un appel à l'action sans aucune ambiguïté. C'est la conclusion logique de tout le raisonnement, oui. Si la vague arrive aussi vite et est aussi puissante que le texte le prétend, rester sur la plage à regarder, c'est prendre le risque d'être balayé. Le document ne dit pas « attendez de voir », il dit « c'est maintenant que les positions se prennent Ce qui nous amène à une pensée finale, une question pour aller plus loin. Face à une transformation décrite comme étant si rapide et fondamentale, la question n'est peut-être pas de savoir si les chiffres sont exacts à la virgule près. C'est plutôt de se demander si on assiste à un changement des règles du jeu, de la création de valeur. ». Peut-être que le vrai message, c'est que dans cette nouvelle économie, la valeur la plus rare, et donc la mieux récompensée, ce n'est plus le capital ou le travail traditionnel, mais la capacité à construire la confiance à grande échelle. Et la source, d'ailleurs, ne laisse pas cette question en suspens. En effet, elle propose une suite logique pour ceux qui sont interpellés. Oui, pour ceux qui souhaitent passer de la réflexion à l'action, le texte suggère de rejoindre ce qu'il appelle le FinTech and Web3 Ambassador Community Hub. C'est ça. C'est présenté comme le point de départ, le camp de base, pour apprendre, se connecter et commencer à se positionner pour devenir l'un de ces leaders du changement. Un premier pas concret pour ceux qui ont entendu l'appel. Merci d'avoir décortiqué ce sujet avec nous. Merci à vous.